Cet épisode est une présentation de Clarins. Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir un nouveau collaborateur à Génération Sidechick, soit Forena Cité Thermale, qui est un spa incroyable situé à Saint-Bruno-de-Montarville. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Saint-Bruno, c'est sur la rive sud de Montréal et je pense que c'est à moins de 30 minutes. Je pense que je l'ai fait en 20 minutes, sans excès de vitesse. Pour vrai, c'est vraiment pas loin, OK? Ça vaut le détour. C'est un endroit magnifique, une expérience immersive qui permet un mariage entre la Russie, l'Allemagne et c'est complètement enivrant. On a vraiment la possibilité de décrocher de notre quotidien, décrocher de la ville dans des bains de thermothérapie. En fait, on va dans le chaud, le froid, le sauna. Puis là, il faut vraiment que je vous parle parce que je l'ai vécu, je pense, il y a 2 semaines à peine. J'y suis allée et j'ai vécu pour la première fois une expérience immersive. C'est les bains Off-Gus. Ça se passe dans le sauna sec. Tu as un guide littéralement qui entre avec toi. Ça dure une quinzaine de minutes. Et tu as la possibilité, selon les séances, et à tous les jours, à peu près à chaque heure, là, il y a un horaire qui est là devant le sauna. Et il y a soit des périodes d'étirement, des périodes de méditation. Pour vrai, là, ça fait longtemps que je vais dans les spas. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. C'est vraiment une expérience complètement unique. C'est chaud en tabarouette, OK? On sue comme ça, pas de bon sens. C'est vraiment on voit ça comme un rituel de sudation, mais avec le guide qui nous amène vraiment à décrocher et en même temps à se raccrocher à nos émotions, à vraiment faire le plein d'énergie. J'ai de la difficulté à trouver les bons mots pour l'exprimer. Il faut vraiment le vivre, honnêtement. Par exemple, moi, j'en ai fait 2 lors de mon séjour. Oui, c'est un séjour, rien de moins. Là. Je suis restée toute une journée au complet parce que je voulais plus m'en aller de là. J'ai fait une séance d'étirement. Fait que là, c'est des étirements accessibles à tous, vraiment très reposants et relaxants. Si jamais vous n'avez pas un massage en combiné, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez dans une séance d'étirement. Mais aussi, j'ai fait une séance de méditation. Le guide dans le spa Off-Gus, dans l'expérience Off-Gus, il ferait vraiment comme avec sa serviette, il promène la chaleur. C'est spécial. Honnêtement, il faut le vivre. Il n'y a rien d'intimidant, là. Ça a l'air vraiment big, là, mais il n'y a absolument rien d'intimidant. Il faut juste y aller. Et je vous promets, en 15 minutes, votre expérience va être complètement à un autre niveau. Et tout ça, bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'en tant que partenaire de Génération Sidechick, bien, c'est devenu aussi un partenaire wellness et on vous offre un 15 % de rabais, que ce soit pour votre expérience thermale, vos forfaits qui permet, en plus de goûter la merveilleuse cuisine gastronomique qui est offerte sur place, mais aussi pour vos soins, massages, soins esthétiques, n'importe quoi, vous avez 15 % de rabais en mentionnant à la réception Génération Sidechick ou GS15. On va vous offrir un 15 % de rabais sur votre expérience et je vous le dis, ça vaut le détour. Allez faire un tour sur le site Internet de Génération Sidechick pour avoir un petit peu plus d'informations, www.generationsidechick.com ou sinon, allez faire un tour sur leur site Internet Cité Forena. De la magie, de la magie. Grande emparté avec notre partenaire Wellness, puis je voulais vraiment prendre le temps de l'expliquer parce que c'est vraiment magnifique. Mais ça fait également un lien avec le sujet du jour. On parle de bien-être, on veut se faire du bien, on veut éliminer toutes les énergies négatives. Des fois, on veut faire un petit ménage émotionnel. Bien, aujourd'hui, on va parler de la gestion de son humeur et de ses émotions. Ça fait plaisir! J'en avais peut-être de besoin. Hein? Les femmes avec nos hormones, ça bouge tout le temps, c'est instable, des fois c'est compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'inviter Valérie Roy, qui est psycho-éducatrice. Elle est vraiment formidable. Elle va pouvoir nous donner plein d'outils, des trucs et astuces sur comment mieux gérer ses émotions au quotidien, connecter avec celles-ci, apprendre à les reconnaître, à comprendre qu'est-ce qui est sous-jacent là-dedans. Ça va être une discussion inévitablement vraiment pertinente. Et j'ai le plaisir de partager ceci avec mon acolyte Amélie Bessimard ainsi que Noémie Leduc-Vaudry, que ça fait longtemps que j'ai pas eu dans mon salon, je m'ennuyais. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. C'est là que je vous présente un petit nouveau dans ma vie que j'ai essayé. C'est le baume éclair effet tenseur. Donc, ça vient tonifier la peau. C'est pour le visage. Mais ce qui est magnifique, c'est que c'est un réel coup d'éclat dans l'immédiat. Moi, je l'utilise le matin, mais si jamais des fois on a besoin de se rafraîchir ou on a une soirée, on remet ça, puis instantanément, on va avoir un coup d'éclat, un effet brillance. Le maquillage tient vraiment bien. C'est un petit produit vraiment magique si jamais vous manquez un petit peu de sommeil ou si vous avez besoin d'un petit boost d'énergie dans votre visage, je vous le dis, c'est franchement magnifique. Baume éclair, effet tenseur, disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca.
Hello! Hello! Bonjour! Salut! C'est le fun, on est comme une comédie musicale! Bienvenue dans le salon Ils vont changer de poste, ils vont changer de poste vite, hein? De poste. de poste. Non, mais tu sais, ça Pesé serait sur lourd. 98. Bienvenue dans le salon de Génération Sidechick. Merci beaucoup. Valérie. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être venue. Je crois, là, on a l'air tous de bonne humeur, mais je crois qu'on a peut-être besoin d'aide. Noémie, comme Chris. Aujourd'hui, on avait envie de parler de la gestion de l'humeur et des émotions. Oui. Puis, j'adore Je suis ton comme- rythme. Je vais m'en aller. Ben non, au contraire, tu es à la bonne place, tu es sur la bonne voie. C'est pour ça que je t'ai choisi aujourd'hui, Oui, c'est ça. Amélie. Je sais que tu en avais besoin. Mais non, je pense que c'est un sujet qui est comme difficile des fois à aborder. On a cette espèce de façon de penser souvent, je trouve, puis c'est bien correct de laisser les émotions être là, puis les accueillir, laisser un passage. Mais il y en a qui font quand même un certain dommage, qui s'en vont pas aussi vite qu'on le voudrait, puis ça nous empêche de fonctionner dans notre quotidien. Fait que j'ose croire qu'une certaine gestion de celle-ci serait bénéfique à tous. Oui. Puis, ben là, on est juste des femmes. Il y a Osman qui voudra pas témoigner derrière, inévitablement, parce qu'il aime pas ça par la caméra. Mais, tu sais, les femmes, en partant avec notre cycle hormonal, c'est des montagnes russes, là. Fait que c'est pas facile. J'ai envie de te demander d'emblée, tu sais, je sais que tu fais plein d'autres choses, inévitablement, en tant que psycho-éducatrice, mais est-ce que ça, principalement, c'est un sujet qui revient souvent, les gens qui ont envie de gérer leurs émotions? La gestion du stress puis la gestion des émotions, c'est les deux motifs de consultation qui reviennent, je pense, dans Ah ouais? 3/4 de mes dossiers. 95% du temps, là. Si c'est pas le motif principal, ça va être le motif secondaire. Mhm. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens ont autant de difficulté à gérer leurs émotions? C'est un apprentissage. Ça s'apprend et des fois, ça n'a malheureusement pas été appris ou ça l'a maladroitement été appris. OK. Ouais. Je suis là, mais encore. Mais encore. Par exemple, tu sais, on est dans un air de société où il faut être heureux à tout prix. Oui. Oui, il faut donc être heureux, mais la majorité du temps, c'est pas la norme. tu sais. Uh-huh. Puis même juste au niveau quantitatif, on a davantage d'émotions désagréables qu'agréables. Juste dans un fait... C'est un fait, là. statistique, là. OK. Exactement. Prenons les émotions primaires, de base, là, universelles, je pense qu'on appelle. Mhm. La joie, mais après ça, on a la colère, la peur, la tristesse, le dégoût. L'anxiété, c'est pas une émotion. Ça rentre un peu dans la racine de la peur. OK. Oui, Mm. exactement. Puis après ça, c'est comme plein de nuancés, mais moi, souvent, avec mes clients, je commence avec ne serait-ce que la base, parce qu'à la majorité du temps, les gens, je vais leur demander, OK, mais comment tu vas? Tu viens pour gérer tes émotions, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe en dedans? Je sais pas. Tu sais, OK, on va commencer à la base. C'est-tu plaisant ou c'est déplaisant? C'est-tu agréable, c'est-tu désagréable? Fait que là, on va dire, OK, c'est désagréable. Puis c'est là qu'on va l'accompagner à mettre un peu en mots. OK, bon, on est-tu plus dans de la colère? On est-tu plus dans de la tristesse? On est-tu plus dans de la peur? Donc, c'est important d'être capable de les accompagner à juste, premièrement, identifier qu'est-ce qui se passe parce que après ça, ça va te donner une direction pour les suites nécessairement. Je suis curieuse de savoir, Amé, toi, avec tes deux jeunes garçons, est-ce que lorsqu'ils vivent des émotions, tu les invites justement à nommer ce qu'ils ressentent pour être capable de mieux les comprendre? Oui. Oui? Oui, oui, vraiment. Nous, on utilise beaucoup le quiet time qu'on appelle à la maison. Quiet time, on demande à Noah James, parce que Milo est encore trop petit, Ouais. là, mais on demande à Noah James, admettons, on sent qu'il est en colère ou on sent qu'il est triste, on lui dit, est-ce que tu as besoin d'un quiet time? Fait que c'est pas une punition, c'est pas va-t'en dans ta chambre, c'est est-ce que tu as besoin de toi d'aller dans ta chambre, être seul avec toi-même? Puis là, souvent, c'est lui qui va il va le demander lui-même. Ah oui? Je vais aller faire un quiet time. Fait que là, C'est cute. il s'en va dans sa chambre. Puis là, c'est là que nous, on s'en va Puis il fait le quoi voir. rendu dans sa chambre? Est-ce qu'il joue ou il Des fois, il reste? va prendre un livre, des fois, il reste, des fois, il pleure, des fois, il est en colère, on l'entend, genre, bardasser un peu ses couvertes. Puis des fois, il fait ça pour qu'on aille le voir aussi, là, tu sais, Ouais. il va... puis là, nous, on va aller vers lui, puis on va aller avoir une discussion avec lui, on va essayer de faire nommer qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi il est en colère, pourquoi il est triste. Puis des fois, on le laisse là. Des fois, il a encore besoin. Il n'a pas fini son quiet time. Il nous le dit, là. C'est je vais une être très toute bonne seule. technique. J'ai envie de l'utiliser maintenant. Ouais. Ouais. Mais en mais fait, tu sais, moi, je devrais grosse- faire des quiet time. OK, je vais vous le dire. Moi, je devrais m'auto-mettre en quiet time. On devrait faire, tu tu sais, il y a une couple de pièces là, qui ne sont pas utilisées l'autre bord. Ouais. On va en utiliser une. Les filles, quiet time. que ça fonctionne. Non, mais je te le dis, en tout cas avec notre enfant, puis on va le faire quand avec Milo va être... Oui. Mais même Milo, on essaie de le retirer quand c'est trop intense, là. On va le retirer, mettons, c'est l'heure du repas, on va le sortir de sa chaise, on va aller dans sa chambre.
On va essayer de le calmer. Ça va, Milo, tout va bien. On essaie de le rassurer. Mais c'est vraiment efficace. En tout cas, nous. Souvent, dans les heures de repas, il y a souvent des affaires qui se passent. Là, c'est chaotique. C'est surstimulé. Surstimulé. Le retour de la garderie, souvent, sont fatigués. Fait que ça va arriver, mettons, qu'une petite crise qui commence à la table. Puis même si on est en plein milieu du souper, on va sortir Noah James de table, on va faire un quiet time. Viens-t'en, on va aller faire un quiet time. Puis il revient, puis c'est un autre enfant. Après son quiet time. Vraiment, le jour et la nuit. Wow. Quand même, juste de prendre le temps de intake. Mais est-ce que tu suggères, par exemple, des mots? Parce que je présume que de dire je suis en colère, je suis fâchée, tu sais, au début, ça reste nouveau pour eux. Là. Fait que est-ce que tu suggérais des émotions? Des émotions pour eux? Bien, je vais lui poser la question. Est-ce que tu es fâchée? Est-ce que tu es triste? Pourquoi tu te sens triste? OK, ça te fait de la peine, je comprends. Ce genre de dialogue. C'est quand même assez fou de savoir que, tu sais, en tout cas, je vais parler de mon éducation, mais moi, je n'ai jamais reçu un tableau des émotions, là, tu sais, comme on a appris les éléments, là, avec le chlore, le chrome, le ça, là, il y avait le tableau des éléments. On n'a pas appris le tableau des émotions, fait que, tu sais, ça reste quand même... C'est la base, là. On n'est même pas capable de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que, par exemple, dans ce cas-ci, Valérie, toi, tu vas accompagner les gens d'abord, justement, un peu comme je demandais à Valérie Amé si elle le faisait avec ses enfants. Est-ce que tu suggères des émotions quand tu as une personne qui est comme « je sais pas comment je me sens, je suis pas capable de l'évoquer ». Oui, puis moi, j'utilise l'approche qui est cognitive comportementale. Bien vulgarisée, là. Vraiment très, très, très vulgarisée. C'est la relation entre nos pensées, nos émotions, nos comportements. OK? Puis comment chacun s'inter-influence. Là où j'en viens pour accompagner quelqu'un à détecter c'est quoi son émotion, je dis, bien, quand il nous en manque un, les émotions, bien, on va aller cibler les indices dans les deux autres, puis on va émettre une hypothèse sur l'émotion ressentie. OK? Fait que, par exemple, tu sais, quelqu'un qui vient me voir, puis c'est là, je sais pas qu'est-ce que j'ai, là, mais je t'aboute, OK, je t'aboute. OK, bon, ben là, on va essayer, es-tu capable de nommer ton émotion? Non, là, mais je suis tannée, là, je veux juste que ça arrête. OK, bon, ben on va aller explorer c'est quoi les deux autres indices au niveau comportemental. Agitation, tension. Tu sais, le mâchoire est crispé, là, on a les dents serrées. OK, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah, j'ai envie de sacrer une volée, là, je suis tannée de l'entendre. On peut-tu émettre l'hypothèse que tu es probablement comme dans le registre de la colère ou un certain spectre un peu plus... C'est un exemple exagéré, évidemment. Là. Mais c'est efficace, par exemple, ton exemple, merci. À l'inverse, où, par exemple, là, c'est quelqu'un... Écoute, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ces temps-ci, je pleure à rien, je ne sais pas pourquoi. Je regarde une petite affaire banale, puis je pleure de manière incompréhensible, puis je ne sais pas ce que je ressens, mais c'est trop pour moi, tout ça. OK, bon, bien, on fait la même chose. Au niveau comportemental, on est plus dans vraiment comme une énergie plus basse. Hein? On est fatigué, on a une lassitude. Puis au niveau de nos pensées, on est tanné, on est désespéré, on est à bout, on pleure tout le temps. On est probablement plus dans un registre de la tristesse, de la déception, des choses comme ça. Fait qu'on va accompagner à jouer aux devinettes. Parce que moi, ce que je veux, c'est que le client puisse avoir les outils après. Donc, le processus pour être capable de le deviner à la maison par lui-même. Si je le devine en rencontre, mais sans lui apprendre à pêcher, plutôt que de lui donner le poisson tout cru dans le bec, bien, ce ne sera pas aidant parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus besoin de moi au final. Tout à fait. Mais moi, j'ai quelque chose par rapport à ça, parce que tu parles de colère, de tristesse, puis tu me diras si c'est faux, mais mettons justement avec mon plus vieux, souvent, quand il est en colère, j'essaie de lui faire dire qu'il est triste. Tu sais, je trouve que souvent, derrière la colère, il y a une tristesse, il y a eu une blessure. Tu comprends ce que je veux dire? Chez les enfants, oui. Ça peut, même chez les adultes aussi. La particularité chez l'humain en général, peu importe l'âge, c'est qu'on peut vivre les deux émotions en même temps. Pour différentes raisons. On peut être, tu sais, mettons l'exemple de ton garçon, il peut être fâché parce que son frère lui a enlevé son jouet préféré, puis il peut être triste que ben, son frère ne veut plus jouer avec lui, finalement, il est parti avec. Il peut avoir les deux éléments en même temps. Fait que, tu sais, c'est correct. Puis toi, souvent, en tant que maman, tu vas être capable de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis de jouer aux devinettes pour lui. Fait que tu vas le ressentir comme ah ouais, là, ça sort en colère parce que les enfants, les émotions, la particularité, c'est que c'est une switch on-off. Tout ou pas pantoute. Ben moi, je suis encore de même. OK. Je dirais que moi aussi, je suis encore de même. OK. Finalement, les trois ici, on est tous de même. C'est peut-être parce qu'on est des Toi aussi, Noémie? Ouais. Ben moi, j'ai pas de problème à les nommer, mais j'ai de la misère à les gérer. Ah ouais? Comme moi, je sais, mettons, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, ça, mais je gère très mal, honnêtement, on en parle, mais
quand je suis avec des gens puis tout, ou dans un milieu professionnel, je gère très bien, mais à la maison, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que tu fais, par exemple? Mon chum est un saint. Ben, je suis quasiment perpétuellement anxieuse. Je m'en fais beaucoup pour tout. Depuis que je suis toute petite, je suis de même. Ah. Genre, mettons, ma mère partait à l'épicerie, puis elle dit, OK, je vais à l'épicerie, je vais chercher du lait. Puis là, j'étais avec mon père. Puis là, je suis comme, mais ça fait longtemps qu'elle est partie, tu sais, j'ai genre 3 ans. Elle allait juste à l'épicerie, est-ce qu'elle est correcte? Tu sais, comme, je suis quelqu'un qui s'en est toujours fait beaucoup pour tout. Puis on dirait, même si, tu sais, j'ai consulté puis tout, j'ai jamais réussi à, comme, je compose avec, mais on dirait que mon anxiété est omniprésente. Avec notre job qui est quand même super stressante aussi, l'attente, l'instabilité financière, tout ça. J'ai encore de la misère. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à consulter récemment pour, entre autres, essayer de. Tu me donneras mieux ces vivre trucs. ça. Je cherche. J'ai commencé, puis à En date, fait, Val est là aujourd'hui. pour mais m'aider. oui, non, c'est ça. Mais parce que je pense que c'est très important. Ouais. Puis je pense que, oui, c'est correct de composer avec, mais je pense que je pourrais être plus légère. Là. Puis des fois, Ouais. pas être en perpétuel état d'anxiété de même. Oui. Je pense que ça se peut. Oui, ça se peut, 100%. ça se peut. Moi, j'ai une personnalité anxieuse. Je suis née comme ça Ouais. et ça se gère. Yes. Puis je suis une personne qui a excessivement peur du jugement des autres. Moi Je suis aussi. quand même réussi à être avec vous autres aujourd'hui. C'est un gros défi pour moi. J'avais des émotions. Ouais. L'important, c'est d'être capable de fonctionner avec. Savoir, par exemple, la particularité de l'anxiété, c'est souvent, on anticipe que quelque chose de grave va arriver. Ouais. Fait que l'anxiété est Je là. fais tout le temps ça. L'anxiété est là, exactement. Par rapport à tout. OK. Ouais, Fait c'est ça. que Je c'est suis pas de juste une question de genre ta mère, parce que, tu sais, le fait que Non, tu aies c'est- adopté, oui, peut-être non. qu'il y a une blessure Ben, il y a ça, inconsciente. c'était un exemple, mais non pour tout. Tu sais, mettons, j'ai une notion, je suis comme, ah là, si j'oublie mon. Tu sais, comme on dirait, puis j'essaie de pas penser à ça parce que je sais qu'à un certain point, on est nos pensées. Fait que j'essaie d'être positive, mais ces pensées-là reviennent tout le temps. C'est comme, ouais, mais si tu oublies ton texte, ouais, mais si nanana, mais si t'aimes pas. Tu sais, puis. OK. Je comprends. Mais est-ce que tu me permets une question? Oui, Tu sais, quand oui, tu dis je veux mieux gérer mes émotions, Ouais. tu sais, mon hypothèse à moi, c'est que présentement, tu essaies une certaine forme de gestion. Quand ça arrive, ça, quand ça part, ça, ton anxiété, c'est quoi tu fais présentement? J'essaie de chasser mes pensées, mais ça marche pas. J'essaie vraiment juste de OK. chasser, de dire non, ça va bien aller, puis de OK. renverser. Non, ça va bien aller, je vais pas oublier mon texte. Si j'essaie de me parler puis de m'auto-rassurer, ça marche plus ou moins. OK. OK. J'ai pas trouvé de meilleure solution. Est-ce que d'emblée, c'est un bon réflexe d'essayer de chasser? Je vais répondre par une analogie. OK. OK? Mettons que le détecteur de fumée part ici. Ouais. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je regarde si c'est un test ou pas un test, fait que je vais aller voir s'il y a des pompiers dehors déjà. OK, tu te lèves. Mais est-ce que tu vas dire comme, ah non, il faut le chasser? Ouais. Moi, je vais essayer de ne pas y penser. Je vais faire comme si de Non. rien n'était. Je vais en parler à une de mes amies. Je vais peut-être regarder Netflix. Non. Hein? Je vais faire comme si... C'est ça. Exactement. Nos émotions, surtout les désagréables, sont aussi utiles qu'un détecteur de fumée. Hmm. Puis, tu sais, il n'y a personne qui va regarder le détecteur de fumée chez soi en faisant comme, ah, je suis tannée qu'il parte, là. Je suis vraiment tannée qu'il parte, là. Moi, y enlever les batteries. Moi, y fermer la boîte, là. Moi, penser à autre chose. Moi, mettre de la musique bien forte. Non. Tu sais, si on veut que le détecteur de fumée arrête, on va gérer le feu. On va regarder si c'est une toast qui brûle. Y a-t-il un feu de... On va se mettre en action comme toi. Ouais. Tu vas t'informer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On va évaluer la situation, puis on va agir en fonction de, ben, si c'est un test, OK, on peut se calmer. Si c'est pas un test, puis il y a le feu, on va se pousser, on va partir, on va se protéger. C'est la même chose avec nos émotions, surtout les désagréables. Ouais. C'est pour nous protéger, ils sont là pour une raison, ils sont là pour qu'on se mette en action. C'est juste qu'on n'a pas appris à faire ça. On n'a pas appris à décoder l'utilité, le message que ça a. On a appris à enlever la batterie de notre détecteur ou à mettre du bruit plus fort ou à se distraire pour l'oublier. Fait que donc, se mettre en action, mettons dans un cas comme Noémie, qu'est-ce qu'elle vient de confier? Exactement. Tu suggérerais quoi? Tu sais, au lieu de dire de chasser, qui n'est pas la bonne chose, C'est ça. quand tu dis de. Qu'est-ce que tu suggérais? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? OK. Bon, ben, par exemple, tu sais, si, tu sais, on prend un exemple que tu as vécu de l'anxiété par rapport à... Qu'est-ce que... Elle a un fou rire. Un fou rire. Dis ton fou rire. On Hey, est non, là moi, pour- moi c'est contagieux pour moi, C'est ça, ça, là, les les fous fous rires. rires. C'est le fun d'avoir un fou rire, c'est rare. Ah, Ouais, j'ai ça chaud, fait la moustache, bien. puis tout. Moi aussi. J'avais pas de ça tout le temps, puis tout le monde est comme, mais t'as-tu une moustache Non, pour moi vrai? aussi, je suis la moustache. Ah oui, C'est tu un verrais. endroit propice à Mais suivre. t'as On pas peut de parler de moustache gestion non plus. d'émotions agréables. Ah non, aussi, ça j'ai fait zéro plaisir. perdu le fil, mais je faisais juste repenser à Amélie, puis t'étais tellement belle dans... Je peux le trouver!
C'était juste... OK. Elle fait un petit peu d'anxiété à me poser sa question. Oui, c'est ça, exact. Oh, je m'excuse, je suis désolée. OK. Bon, ben, de manière générale, quand on parle de l'anxiété, donc la peur qu'un scénario catastrophe arrive, Ouais. OK? C'est important de l'écouter parce que sinon, ton cerveau va juste te le repitcher plus fort. Mm. Le fameux « Ouais, mais t'as-tu considéré ça? Mm. Ouais, mais t'as-tu pensé à telle affaire? » Oui, c'est ça. Oui, tout le temps. Fait que c'est important de vraiment regarder les facettes qui te stressent. OK? De faire comme OK, ah bon, ça me stresse. Qu'est-ce qui se passe? Je fais de l'anxiété, pourquoi? Ah, ben j'ai peur, je sais pas moi, d'échouer ma performance parce que j'ai une audition tantôt. OK. Pourquoi je l'échouerais? Tu sais, on va vraiment analyser notre peur, on la regarde de plein front, puis après ça, une fois qu'on comprend qu'est-ce qui se passe, ben, on y trouve un plan de match. On se fait un filet de sécurité. Dans ce cas-ci, ça pourrait être je vais aller répéter davantage parce que je me sens pas, je maîtrise pas mon texte suffisamment ou quelque chose de même. Exactement. Puis d'y aller vraiment dans un processus réflexif. Est-ce que j'ai assez pratiqué mon texte? OK. Ah ben non, tu sais, si je fais de l'anxiété de même, peut-être que je ne l'ai pas assez pratiqué. OK, je peux le repratiquer avant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire pour t'aider? Tu sais, d'y aller plus, tu sais, des trucs qui vont aider ta mémoire. Tu sais, c'est vraiment l'idée de se faire un filet de C'est sécurité. d'aller dans le rationnel. Oui, Ouais, c'est ça. oui. Donc, on gère le feu. Mhm. Le feu, des fois, il peut être dans la tête. En général, il y a 3 causes d'une émotion. Il y a une situation extérieure. Il y a une sensation physique. Tu sais, si on est toutes les 4 poignées par un foudroyant mal de tête, c'est déplaisant, là, on va vivre une émotion par rapport à ça. Mais il y a aussi nos pensées. Mm. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Fait que si toi, dans ta tête à toi, là, tu t'imagines en train de te planter royalement pendant une audition, puis que tu l'imagines en détail, puis là, juste là, regarder ses yeux, t'es comme « oui, Ça arrive à plusieurs reprises. à petite échelle, on le ressent dans le ici-maintenant. Puis là, on va se convaincre, hey, si là, je commence à avoir le cœur qui débat, si là, je commence à shaker, de quoi je vais avoir l'air tantôt? Mm. Fait que là, on vient comme, on prend ça comme si on s'auto-confirmait, là. Ouais, Qu'effectivement, je vais me planter parce que, regarde là, je me souviens même plus de mon texte, je commence à me sentir anxieuse tout de suite. Je me confirme que ma catastrophe va arriver tantôt. Là. Mon Dieu, t'en parles, je suis anxieuse. Bien, c'est ça. Ouais. Le meilleur exemple pour démontrer que le cerveau ne fait pas nécessairement la différence entre ce qui est réel et imaginaire, je l'utilise sous forme de rêve qu'on fait toutes. Là. OK. Mettons qu'on c'est la nuit, là, on se couche, on vient de se coucher, puis là, on somnole, on est sur le bord de partir, puis on rêve qu'on tombe. Ah oui, ça. Tu sais, la ça fait longtemps que je jambe suis pas arrivée à à Ah, ça. je l'ai tout le temps, ça. Ah ouais? Moi aussi. Moi, je rêve que je tombe Tombe ou dans je le perds mes vide, dents. là. Oui. Puis là, tu te réveilles, puis Parce c'est que correct. ton corps, il jump, là? Oui. Ouais. Mais attends, le perdre ses dents, c'est pas la mort, ça? Je sais pas. C'est le Ça m'arrive stress, apparemment. régulièrement. Perdre ses dents, Lorsqu'il c'est dit- associé au stress. Ah ouais? Les affaires de dents, apparemment, c'est associé au stress. OK. Ça, c'est pas mon champ d'expertise, En tout cas, mais bref. c'est intéressant quand même. Tu sais, le matin, je me réveille puis je me mets à compter. Parce que, c'est ça, le cerveau, notre C'est pas- imagination est très forte et va générer, de par le fait même, des émotions. Wow. Moi, je me réveille le matin, j'ai peur d'avoir perdu mes dents. là. Fait que tu comptes tes dents. Oui, c'est Moi, ça. j'ai une question parce que là, tu sais, on parle d'anxiété, puis on suggère de rationaliser, en fait. Ouais. Pour une émotion qui est, mettons, la colère, Mm. tu suggérerais de rationaliser aussi? Ben, Comment tu... Moi, j'aime bien utiliser un outil que j'ai monté pour mes clients que j'appelle la séquence de gestion des émotions. Fait que la première étape, tu identifies c'est quoi. Ouais. Parce que toute émotion découle d'un besoin qui n'est pas répondu. Une fois que tu as identifié, tu le rattaches à une cause. OK, je me sens comme ça. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une situation extérieure. Je me suis pognée avec mon chum, ma blonde ou mon partenaire. Est-ce que c'est une sensation physique? Hey, j'ai mal au ventre. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, ça m'inquiète. Ou au contraire, on se fait des scénarios, par exemple, on peut très bien imaginer qu'on arrive à la maison, puis là, on s'imagine que notre conjoint n'a pas encore fait les tâches qu'on lui avait demandées pour la 56 millième fois, puis on le voit dans notre tête, puis on commence à rager d'avance. Mm. Fait que, tu sais, c'est pas juste de l'anxiété qu'on peut avoir dans notre tête. Nos scénarios peuvent faire générer toutes sortes d'émotions. Fait qu'une fois qu'on a ciblé les causes, bien là, on comprend c'est quoi nos besoins. OK? Quand on a peur, on détecte un danger, on a besoin d'être sécurisé. Quand on est en colère, c'est que souvent un tort nous est posé, donc on a besoin d'une forme de réparation de justice. Puis, tu sais, là, ça continue, mais tu sais, par exemple, si on est dans la tristesse, mais on a une perte affective, elle a besoin d'être
comblé ou d'être digéré d'une certaine forme, ou d'être remplacé ou de faire son deuil. Donc, une fois qu'on cible l'émotion, on comprend la cause, on comprend les besoins qui en découlent, bien là, on peut se faire un plan de match, mais qui n'est pas nécessairement axé sur le retrait de l'émotion ou le retrait de la sensation interne de l'émotion, parce que oui, elle est déplaisante. C'est pour ça qu'on tombe dans l'évitement ou dans les stratégies rapides et efficaces. Mais il faut plus voir ça comme ça va être le résultat. Notre émotion va se gérer, va disparaître parce qu'on va avoir géré la cause et on va avoir répondu à notre besoin. Donc, le résultat va être que l'émotion va être gérée. C'est un processus actif. Ça, c'est le super tableau que tu as mis sur ton site Internet. Oui. Hein? Je vais vous le mettre, guys. Je vais vous le mettre. Parce que c'était vraiment bien. Tu y vas par colonne, fait que c'est plus facile de les scinder. Puis Ouais. je vais vous le mettre. J'ai des indices pour être capable de remplir chacune des catégories quand tu le fais toi-même. Là, c'est vraiment un document qui est Des indices complet. pour aider les gens à comprendre ce qu'ils sont censés mettre sur papier? Bien, mettons, la première étape, c'est d'identifier. Ouais. Donc, j'ai des astuces pour être capable d'identifier les émotions si on ne le sait pas en faisant l'exercice que je vous ai parlé tantôt. Bon, bien, c'est quoi mes sensations physiologiques, mes comportements? C'est quoi mon discours dans ma tête? Bon, bien, j'ai mis une hypothèse en additionnant les deux. Je suis peut-être plus dans la peur, la tristesse ou la colère. Ensuite, comment trouver les causes? Bien, avec l'exercice de y a-t-il une situation extérieure? Y a-t-il une sensation physique que j'ai ressentie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma tête, à quoi j'ai pensé? Fait que, tu sais, j'ai comme des astuces pour être capable de remplir chacune des colonnes aussi. OK. Je veux juste dire, parce que moi, je ne le savais pas, puis je trouve ça super intéressant. À off-mic, tantôt, j'ai demandé c'était quoi la différence entre une psycho-éducatrice et un psychologue. Moi, je ne savais pas, puis j'avais même un peu pensé que psycho-éducateur, c'était pour les enfants. Puis elle disait que c'était quelque chose qui était vraiment répandu à cause du mot éducateur. Ouais. Mais juste, tu peux dire la différence entre les deux. Je trouvais ça vraiment intéressant entre le psychologue et ce que tu fais. Ben oui, dans le fond, c'est vraiment deux professions totalement différentes avec des parcours universitaires différents. Donc, pour être psychologue, il faut avoir un doctorat et être membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Puis, pour être psychoéducateur, il faut être détenteur d'une maîtrise et être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Puis, les champs de pratique sont différents aussi. Psychologue, je fais attention quand je parle d'une profession qui n'est pas la mienne, là, mais psychologue, c'est leur champ de pratique est au niveau du fonctionnement cognitif. Bien vulgarisé, c'est comment ça marche, puis pourquoi ça marche de même dans ma tête. OK. Psychoéducateur, notre champ de pratique, c'est les problèmes d'adaptation et les capacités adaptatives. Donc, on est un petit peu plus dans du pratico-pratique observable. Pourquoi je réagis comme ça? On va regarder aussi l'interaction dans toutes les sphères de vie pour avoir un équilibre. Donc, en fonction de tes caractéristiques à toi, les caractéristiques de tes différents environnements de vie, puis les personnes qui sont à l'intérieur, est-ce que le fit est bon? Est-ce que les interactions se passent bien? Tu sais, ça peut être, par exemple, j'avais une cliente qu'on avait outillée pour le couple, puis là, tout d'un coup, elle revient me voir quelques mois plus tard, puis elle me dit, Valérie, les trucs ne marchent plus. OK, on réévalue. Qu'est-ce qui a changé? Ben moi, tout va bien, ça se passe bien, j'aime ma job, tout ça. OK. J'évalue monsieur de manière indirecte parce que c'est ses propos à elle, évidemment. Ah, mais ouais, mon chum est en épuisement professionnel. Je pense qu'il se fait un burn-out, mais je ne sais pas, il ne veut pas consulter, puis ça ne va pas bien. Lui a changé. Donc, on va adapter nos outils, on va adapter notre façon de faire en fonction de son contexte. C'est toujours ça l'idée en psychoéducation, d'avoir un équilibre qui est dynamique. Ça se change, ça te travaille. C'est pour ça qu'on s'adapte constamment pour être bien. C'est évolutif, ça change tout le temps. Parce que Exactement. Exactement. C'est là qu'en psychoéducation, j'utilise les émotions pour être capable de favoriser cet équilibre-là. C'est des excellents indices pour savoir est-ce que le fit est bon, est-ce qu'on est en équilibre ou au contraire, non, il y a peut-être des petits problèmes d'adaptation qui s'installent. Puis là, on est plus dans de la colère, dans de l'anxiété. Donc, on va utiliser les émotions pour faire des ajustements concrets. Puis, tu sais, dans cette dynamique-là, bon, là, on parle vraiment comme plus sur le terrain, là, la psychoéducation puis la psychologie. Si on revient à l'exemple de Noémie qui dit qu'elle est constamment habitée par l'anxiété, peu importe la situation, mais qu'elle fait l'exercice au lieu de le chasser, là, tu vas arrêter. Ouais. là, t'as compris. Okay. Au lieu d'essayer de le chasser, c'est réglé. C'est réglé, voilà. Ça a pris juste 20 minutes, puis t'as tout réglé. Je me sens efficace à ce temps-là. Tu sais, c'est exemple, bon, elle fait l'exercice, elle décortique, elle passe à travers le tableau, par exemple. Elle fait vraiment l'exercice de décortiquer ses émotions, comprendre.
Mais malgré qu'elle a décortiqué puis qu'elle est devenue, ben, ça l'a résonné puis elle comprend, mais ça revient quand même, c'est constant, c'est présent. Si, exemple, la pratique sur le terrain donne pas ses effets, est-ce que c'est là où on peut dire, ben c'est un trouble anxieux, donc peut-être une maladie mentale? Est-ce que c'est à quel moment qu'on est capable de savoir, ben c'est quelqu'un qui a la misère à s'adapter versus quelqu'un qui est peut-être habité par un trouble de santé mentale? C'est une bonne question. OK. On parle vraiment de faut que le fonctionnement général soit affecté. OK. Mettons que si tu me permets de prendre ton exemple, mais puis je oui, le grossis. Tu es notre cobaye C'est aujourd'hui. le problème. Sur 2 pattes. Non, mais parfait, parlons-en. Ça se C'est peut ça. que je sois ça, même pas diagnostic. On sait pas. OK. Nous ne le Je fais savons pas de bien ouvert. diagnostic. Non, non. Légalement, j'ai pas le droit non plus. Puis j'ai pas, moi, je dis toujours que je n'ai pas besoin d'un diagnostic pour travailler avec mes clients. Je travaille avec les symptômes puis l'impact que ça a au quotidien. Mais mettons quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance, puis, tu sais, peut-être, là, je te connais pas, peut-être que tu as une personnalité anxieuse. Donc, toi, tu vas avoir la switch anxiété un petit peu plus sensible que le voisin. Ouais. OK? Là où ce n'est pas un enjeu, c'est que tu es capable de fonctionner avec. Tu es capable de tolérer la présence des sensations physiologiques internes, puis tu es capable de fonctionner avec, puis ça t'empêche pas, puis tu évolues, puis tu chemines pareil. Si à un moment donné, l'anxiété commence Insomnie. Si là, l'anxiété commence à affecter ton fonctionnement général. Ouais. Là, fonctionnement général, on parle de, bien là, tu commences à, OK, l'hygiène de vie commence à être affectée. On dort plus, on mange plus. Là, tout d'un coup, ça commence à affecter d'autres sphères de vie. Tu commences à te pogner avec ton conjoint, ta conjointe un petit peu plus souvent que d'habitude, puis là, on est en conflit. Oups, autre sphère de vie qui est affectée. Au point où là, on jongle avec l'idée de se séparer ou non. Là, tu sais, ça devient grave. Tu commences à manquer des auditions, beaucoup, de sorte que Mané, tu en refuses carrément d'en prendre. Là. Tu sais, là, on tombe dans de l'évitement solide. Là, ta carrière va être en jeu. Le fonctionnement est altéré. Je comprends. OK. Mettons, je dis, à partir de là, c'est la ligne diagnostique. Puis après ça, c'est à quel point ton anxiété va être sévère ou pas. Quelqu'un qui fait de l'anxiété sévère, grossi à l'extrême, ça va être quelqu'un qui va être vraiment enfermé chez eux puis qui sort plus, puis tout est difficile. Là, acheter du lait, puis quelle marque choisir, le naturel, lactation, on le sait pas. T'sais. Tout est difficile. Tandis qu'en deçà de là, ben, il y a des gens qui sont vraiment zen, on dirait qu'il n'y a rien qui les atteint. Ah, ils me tapent ses nerfs, eux autres. Je suis tellement jalouse. Pourquoi? Moi, je suis pas comme Ben, ça. des fois, trop, ça me fait assez. Hein? Ouais, non, c'est vrai. Penser anxieux, ça peut faire des gens qui sont en retard, ça peut faire des gens qui se soucient pas bien de ce que les autres vont penser. Fait que, tu sais, c'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouver. T'sais. Puis là, après ça, c'est vraiment le profil de symptômes qui va varier. T'sais, peut-être que toi, on a tous des modèles d'anxiété différentes ou de gestion des émotions différentes. Il y en a peut-être qui vont plus réagir à la colère, il y en a d'autres qui vont plus réagir à l'anxiété, il y en a d'autres qui vont plus réagir à la tristesse. Mais ça, c'est vraiment juste un profil. C'est à partir du moment où ça affecte, mettons, 2 sphères ou plus de ta vie, puis que tu n'es plus capable de fonctionner avec ça, là, que ça devient un problème. Ceci étant dit, on s'entend que ça reste quand même volubile, dans le sens que tu peux avoir une période noire ça change. d'anxiété, puis ça peut revenir. Tu sais, moi, j'en ai vécu une grande passe, puis moi, je mangeais beaucoup, par contre, mais mon corps fondait à vue d'œil. Je fondais, mais j'étais tellement anxieuse. Mais je faisais de l'insomnie, fait que là, c'est sûr que là, moi, je calculais, j'étais comme, ben, tu manges beaucoup, des cochonneries, mais tu dors pas, fait que ton corps brûle plus de calories. Tu sais, j'essayais de comprendre ce qui se passe. J'étais comme, c'est mathématique. Mais tu sais, c'est revenu normal. Fait que, tu sais, après ça, c'est pour ça que j'ai fait comme je ne suis pas une anxieuse chronique à tout jamais. Je ne suis pas dépressive à tout jamais. Tu sais, c'est comme, faut accepter aussi des fois qu'il y a des passes comme ça, puis les accueillir avec bienveillance. Là. Mais des fois, on rentre dans un cercle vicieux. En tout cas, pour ma part, des fois, c'est quand je fais plus d'anxiété, je dors de moins en moins bien, mais moins je dors, moins je gère bien mes émotions dans la journée. Tu sais, comme mon sommeil affecte vraiment ma capacité à gérer mes émotions, comme je le vois à 100 Si je dors vraiment pas pendant une semaine parce que j'ai fait beaucoup d'insomnie, comme je suis encore plus à fleur de peau, puis d'emblée, comme toi, je suis quelqu'un déjà que je me qualifie d'hypersensible, comme tout m'affecte, tout me rentre dedans, des fois des choses que je voudrais pas, mais j'absorbe tout, j'absorbe l'énergie des gens. Fait que ça fait que des fois, c'est ça. Est-ce que ça en est déjà venu à un moment, justement, où, par exemple, c'est venu affecter tes relations, il a fallu que tu prennes du recul par rapport à quelque chose parce que tu étais comme, en ce moment, je suis incapable de gérer mes émotions, donc... Bien, souvent, je dirais que ça fluctue, mais je le sais que des fois, justement, quand j'ai des grosses périodes d'insomnie, ben, je suis plus raide ou je suis plus ça pique avec mon chum, puis je le sais. Puis justement, c'est pour ça que je veux travailler là-dessus, parce qu'il n'y a pas à subir
Ça, que malheureusement, j'essaie de le contrôler du mieux que je peux, mais des fois, tu sais, c'est ça, je suis plus irritable ou, tu sais, je parle un peu plus bête parce que je n'ai juste pas dormi, puis je suis comme... Mais ça, justement, je veux trouver une façon de gérer ça parce que les gens autour de moi, c'est ceux qui en souffrent, puis tu sais, j'en suis consciente de ça, puis je veux aller mieux, mais ça vient effectivement par vague. Mais moi, c'est beaucoup relié avec le sommeil. Puis je le vois comme 100%. Mais vu que je suis dans mon servicieux, je suis comme, je veux dormir mieux, mais je suis tellement anxieuse que je dors pas. C'est comme difficile de briser ce cercle-là. Oui, absolument. En fait, c'est normal parce que quand on est stressé, surtout le stress, c'est particulier parce que c'est la réponse physiologique à un stresseur qui vient perturber notre équilibre. C'est pas tout à fait la même chose que les émotions. Mais quand on est stressé, on tombe sur le système nerveux qu'on appelle sympathique. Donc, c'est le feu vert, OK? C'est go, on bouge, c'est notre système qui nous permet d'être actif, fonctionnel, d'avoir de l'énergie. Mais le sommeil et la digestion, on est sur le système nerveux parasympathique. Donc, le relax, celui qui est zen, celui qui est tranquille. Mais quand tu es tout le temps stressé, c'est pour ça qu'on ne gère pas bien. C'est pour ça qu'on ne dort plus. Je sais, pendant que tu me parles, je suis ballonnée puis ça me fait mal. Parce qu'on a parlé beaucoup de problèmes de digestion aussi qui sont liés au stress. Donc, moi, je me sens pas stressée, mais bon, c'est un autre aparté. Hein. Les ballonnements. Ça arrive. Mais je trouve ça intéressant que tu parles on est bon pour un autre fourré. Tu dis que les fameux tunnels noirs, des moments ou des périodes de notre vie qui sont plus difficiles, que là, on a des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, avec ou sans diagnostic. J'ai lu un livre dernièrement, Par amour du stress, de Sonia Lupien, que je pense qu'il était passé il y a un certain temps à ton podcast. Puis dans son livre, elle nomme une étude qui montre que quand on évalue un gros bassin de personnes, puis qu'on l'évalue sur une grande période de temps, mettons, on va dire un chiffre au hasard, mais 200 000 personnes sur 10 ans. Okay? 80% des gens vont vivre au moins un épisode difficile. C'est la norme. Mais c'est quand on regarde les études plus transversales. Donc, on regarde le 200 000 personnes, mais aujourd'hui, combien de ces 200 000-là ont des symptômes dépressifs ou anxieux? Mais là, on va parler d'un plus 10, 15, 20 Oui, je pense que c'est plus à l'entour de 20 cucs, en tout cas dans les dernières années. Là, ça a augmenté, oui, exactement. Fait que c'est pour ça ça amène une certaine notion de tabou aussi par rapport à nos émotions, puis de parler de notre vulnérabilité, puis de notre état, comment qu'on va, parce qu'on pense qu'on est dans le 20 On n'est pas dans la norme du 80 quand on regarde les études transversales, alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est juste parce que c'est épisodique sur une vie, mais on en vit tous, c'est quasiment la norme. Quand même, hein? C'est fascinant. Est-ce que tu te sens moins seule? Ah oui, je me sens moins seule. Juste le fait qu'on est les deux ballonnés, c'est déjà pas pire. On se comprend de ballonner. Mais non, ça va. Tous les autres, ça va être écrit les ballonnés dans le podcast. OK? C'est pour ça que tu voulais t'asseoir à côté de moi. Là, je viens de comprendre. C'est parce qu'on pète. On a des gaz. Non, mais c'est ça. Vu que ça fait partie de ma vie, déjà de comprendre c'est quoi. Tu sais, quand j'ai consulté plus jeune, à l'adolescence, j'ai effectivement toujours eu de l'anxiété de performance. Quand c'était pas par rapport à ma carrière, c'était par rapport à l'école. Je voulais avoir tout le temps des 95. Puis je me mettais beaucoup de pression. Puis j'ai réalisé que c'était moi qui me la mettais la pression sans m'en rendre compte. C'était pas mes parents qui, ils voulaient que j'aille des bonnes notes, mais ils étaient pas sévères. C'était moi, fait que ça a toujours été là. Puis déjà, en consultant, de comprendre que moi, entre autres, j'ai été adoptée. Fait que, souvent, les gens adoptés ont de l'insomnie, de l'anxiété. Déjà, de comprendre que c'est pas de ma faute, que je suis pas seule avec ça. Puis de comprendre que c'est ça se peut que ça soit là toute ma vie, mais que je peux effectivement améliorer ma situation, mais ça va être là. Ça m'avait enlevé tellement de pression. Parce qu'au début, je comprenais même pas ce que je vivais. Fait que non, c'est ça. Plus qu'on en apprend, plus ça nous aide aussi à comprendre ce qu'on vit, puis ça nous enlève beaucoup de... Ça enlève déjà un gros poids, juste de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout à fait. chaque fois, c'est ça. Tout à fait. Puis il y a une question que je me pose, puis là, je sais pas si tu vas avoir la réponse, mais... Au pire, je l'ai pas. On va aussi. C'est pas grave. Sinon, on pige dans le lac. C'est ça, le jeu? Il y a une mouche, c'est le printemps, les amis. Elle vient nous parler d'anxiété. C'est aussi, genre... Est-ce qu'on a des données qui s'apparentent à, exemple, la variante normale ou une courbe normale émotionnelle à travers une journée? Tu sais, là, je pense à des changements d'humeur. Tu sais, une personne qui n'est pas nécessairement bipolaire, mais en même temps, t'es comme, mon Dieu, qui est instable, j'ai de la misère à la gérer. Mais pas nécessairement eu un diagnostic, mais moi, j'ai côtoyé des personnes
Puis ça devenait pour moi très anxiogène de planifier quelque chose parce que je ne savais pas à quoi allait ressembler ma soirée. Je comprends. OK. La personne arrivait avec une humeur incroyable, agréable, puis en l'espace d'un instant, d'une pensée, d'une émotion, puis là, je sais qu'on va me dire, oui, bipolaire, mais elle avait consulté, puis elle s'était pas fait diagnostiquer ça. Parce que même elle pensait. Mais OK. un rien switch. émotif, la switch, était tellement vite que ça devenait très malaisant. OK. Ses réactions étaient aussi exagérées parfois, fait que ça devenait malaisant en tant que... Puis là, je parle de ça fait vraiment, vraiment longtemps, mais n'empêche que je le vois surtout chez les femmes avec nos changements hormonaux, tu sais, on en rit, mais c'est vrai que des fois, en l'espace d'une journée, tu te réveilles super bien, il se passe rien, là. Il n'y a eu aucun événement déclencheur et tout d'un coup, mon Dieu, que tu te sens pas bien, puis que tu as envie de pleurer, puis tu es comme, c'est lourd, tu sais. Est-ce qu'il y a une variante, justement, qui nous dénote? Ça, c'est peut-être un peu en delà de la normale, mettons, pour dire, il faudrait peut-être que tu trouves d'autres outils. Écoute, malheureusement, j'ai pas la réponse parce que c'est compliqué, tu sais, d'étudier cette variante-là. Est-ce qu'il y a des diagnostics chez lesquels on va observer ça, là, tu sais, une plus grande variation de lumière dans un court laps de temps? Puis, et donc, ça va affecter la gestion des émotions? Oui, OK? Puis, l'humeur et l'émotion, c'est quand même distinct, OK? Je regardais une étude, tu sais, moi aussi, j'ai fait mes petites recherches avant de venir, puis je regardais une étude, puis il utilisait l'image de la météo pour différencier un peu l'humeur et les émotions. OK. L'humeur, en général, c'est quelque chose qui est de plus longue durée et un peu moins intense. Fait qu'il comparait ça à le climat général, tu sais, un peu comme le profil d'une saison. OK. OK? Bon, ben, c'est tellement chaud tout le temps que ça devient un portrait général. Puis après ça, les émotions qui s'insèrent là-dedans, c'est par exemple des épisodes météorologiques. Plus au day-to-day. Exactement, exactement, plus au day-to-day. Fait que, tu sais, oui, mettons, la saison peut être généralement pluvieuse. Tu sais, il y a des pays où il y a des saisons pluvieuses, mais manière, il y a un ouragan qui passe. Fait que c'est humeur générale, puis émotion plus ponctuelle, plus aiguë. Là, si on rentre dans, c'est quoi les normes, il y a plus, c'est ça, il y a tellement de choses qui peuvent influencer notre gestion des émotions puis la variation de nos émotions. Ce qu'il faut normaliser. Tu t'es fait attaquer! C'est quoi ça? C'est la mouche? Oh mon Dieu. Ouais, il a sauté. J'ai eu peur pour ma vie! Même genre move de karaté intense. C'était quoi? Une mouche. Ah, OK. Ah, bon. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je me mets dans mon aise. D'un coup, qu'elle revient, je vais me cacher. Seigneur. C'est ça. Fait que, tu sais, juste à la base, on va normaliser que c'est normal, dans une journée, d'avoir une variété d'émotions à la fois désagréables et agréables. OK? Après ça, ce qui peut varier, bon, ben il peut y avoir des types de personnalités. Il y a des personnalités, puis on le voit souvent chez l'enfant, là, c'est ça qui est ces personnalités innées. Donc, c'est comme des boules d'émotions. C'est comme, ouh, c'est vraiment des yo-yo. Mais encore une fois, c'est des profils de personnalité. Okay? C'est des traits de personnalité plus réactifs, plus émotifs, plus connectés avec les émotions. Puis il y en a d'autres qui ont plus une neutralité affective. Puis c'est vraiment des petites vagues là, d'émotions. Puis ça finit. C'est correct. Encore une fois, tant que ça n'affecte pas le fonctionnement général, c'est juste des profils de personnalité. Puis des fois, on peut fitter avec certaines personnes qui ont un profil de personnalité puis une plus grande stabilité émotionnelle. Puis des fois, c'est entertainant d'avoir quelqu'un qui a une plus grande variété. Tu sais, ça dépend. Ça dépend. On s'ennuie jamais avec moi. Ah ouais, moi aussi, des fois, je dis à mon chum, regarde, t'avais juste à sortir avec une comptable. Je sais pas que les comptables sont plates, c'est pas ça. Mais c'est juste comme une image. Ouais, mais surtout le fait qu'on est très... En tout cas, les artistes sont toujours perçus très... ils sont compliqués, puis c'est lourd, puis c'est émotif, mais en même temps, c'est un métier qui demande à une certaine connexion à ses émotions Ça nous pour être sert capable aussi d'être aussi proche de nos émotions. Ça nous sert tous. D'être empathique, de comprendre ce que l'autre vit quand on a joué dans de comprendre des gens qu'on est... Tu sais, c'est une force à quelque part. Il faut juste bien la canaliser pour... Quand tu sais quoi faire avec les émotions, c'est bien correct d'être connecté. C'est même une grande force. Après ça, mettons, cliniquement parlant, parce que moi, je suis clinicienne, je ne travaille pas en recherche, donc je suis très terrain avec les gens. Mettons, les profils de personnalité ou ceux qui viennent me voir avec un diagnostic déjà établi par un médecin ou un psychiatre, ceux qui me challenge le plus au niveau de la variabilité émotionnelle, c'est les troubles de personnalité limite.
Parce que ça, c'est un degré où le fonctionnement général est affecté, altéré. Peux-tu, mettons, c'est d'avoir ça, des exemples? exprimer, parce que peut-être que ceux à la maison, il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi un trouble de personnalité limite. Fait que peut-être juste le résumer en OK. grande ligne. Mon Dieu, dans les grandes lignes. Trouble de personnalité limite, au niveau des critères diagnostiques, puis tu sais, si vous allez voir ça, tu sais, fiez-vous à un site fiable. Mais si je fais le listing des critères, on a par exemple grande variation émotionnelle. Tu sais, vraiment des gros mood swings, mais c'est flagrant, là. Tu sais, moi, par exemple, en clinique, je passe d'une cliente qui est suicidaire en début de rencontre à quelqu'un qui est « OK, on y va, let's go! » Tu sais, vraiment comme... Ah, OK. Ouais. Tu sais, Un 180. exactement, 180 émotionnel. L'émotion qui est la plus difficile à gérer en général, puis que je vois cliniquement aussi auprès des gens qui ont ce diagnostic-là, difficulté accrue à gérer la colère. Ils sont susceptibles. OK? OK. Fait que je l'aborde souvent dès le début de la rencontre quand je vois que ils ont ce symptôme-là ou ce profil-là du diagnostic de trouble de personnalité limite. Je dis, tu vas voir, je t'avertis tout de suite. Moi, je dis des choses que je pense que tu as besoin d'entendre. Pas ce que tu veux entendre. Ça va te faire réagir. Puis là, toi, ton défi, si tu veux t'améliorer, c'est de rester. Parce que c'est pas moi qui t'abandonne. Je cadre tout de suite. Ouais. Parce que ça va être des personnes typiquement qu'on va voir comme si t'es pas de mon bord, t'es contre moi, on tombe dans la colère, on tombe dans la vengeance et ils vont couper le lien tout de suite. Puis après ça, ils vont revenir une semaine après comme si de rien n'était. Ah ouais, OK. C'est comme une grande variation. Là, je trouve ça intéressant de voir vos faces. On dirait que vous voyez des gens en arrière. Non, mais moi, je pense à la colère. Moi, j'ai de la misère à lâcher prise. Quand je suis en colère, j'ai de la misère à lâcher prise. Tant que je me sens pas vraiment entendue, c'est OK. Moi aussi, je suis de impossible même. pour moi. OK. Impossible. Puis je trouve ça d'autant plus dur depuis que j'ai des enfants parce que j'ai l'impression que quand je suis en colère, j'ai vraiment besoin de me retrouver souvent seule, dans le silence, chose impossible avec des enfants, ou presque. Puis c'est ça, j'ai besoin de recul, en fait, quand je suis frustrée. Puis mon chum, quand il y a une situation de crise, je peux dire, ou tu sais, qu'on a un conflit, lui, c'est on gère maintenant, ici, maintenant. OK. Souvent. Fait que moi, c'est comme l'inverse. Tu sais, j'ai besoin d'une distance pour m'apaiser, parce que c'est comme si je deviens gelée. Genre, je suis tellement, justement, en colère que j'ai de la misère à mettre de l'ordre dans ma tête, dans mes idées. Puis là, ça va sortir tout croche, puis je vais être émotive. Puis c'est ça, je trouve ça vraiment dur de lâcher prise quand je suis frustrée. Tu sais. OK. Là, je sais que tu fais le lien, vu que je parlais de troubles de personnalité Ben, limite, parce que la tu parlais de colère, Oui, t'es c'est rendue ça. à la colère. Oui, fait que- exactement. Parce que t'as dit, vous avez toute l'air de penser à quelque chose. Fait que j'étais là. J'étais Oui, rendue En là dans ma effet, il tête. se passe quelque chose. C'est dans ça, ma tête. il se passe quelque chose. Je veux juste Il y avait comme un expliquer signal de même. que... Oui, c'est ça, comme On je l'a vous sens perdu. toute réfléchie, là. C'est ça, dans la particularité de la colère chez le trouble de la personnalité limite, c'est l'excessive démesure, l'ampleur de la colère par rapport à la situation. OK. OK? C'est Exagéré par rapport à la C'est situation. démesuré. Ouais, ouais. C'est vraiment démesuré. La colère dans la parentalité, c'est un sujet qui est très tabou, mais qui est présent. J'en ai d'ailleurs déjà parlé avec un live de Mélanie Bilodeau, la colère dans la parentalité. Parce que si on regarde le besoin derrière la colère est là pour nous rappeler qu'on nous pose un tort, qu'on nous prive de notre bien-être en quelque sorte, ou de notre capacité à répondre à nos besoins. Puis quand on a des enfants, surtout des jeunes enfants, on est constamment assailli. Tu sais, moi, juste le plaisir de boire mon café chaud sans l'avoir réchauffé 3 fois. Ah, c'est tellement moins bon. C'est tellement moins bon. Mais moi, je le sais que je vais être très réactive, je vais le ressentir en dedans si je ne suis pas capable de répondre à mes besoins parce que mes enfants vont vraiment me solliciter beaucoup. Puis c'est normal, ils sont en très jeune âge, on s'y attend. Ouais. Mais moi, je sais qu'il faut que je me surveille là-dessus. Quand je le sais que mon déjeuner il est prêt, puis qu'il me reste juste à me prendre une bouchée là, parce que j'ai faim, puis ça urge, mais là, c'est maman, tu sais, maman ci, maman ça. Maman, je veux un verre de jus. Non, pas ce verre-là, je veux le bleu. Ça, c'est des classiques. Mais oui. Mais moi, je le sais que là, je suis comme, je peux-tu juste manger? Maman a faim! Fait que, il y a des petits plaisirs perdus dans la parentalité, juste en tant qu'individu, de manger Un chaud. repas chaud. Ou même tiède. Je me contenterais de tiède Ben des oui. fois.
Je pense que ma On est toast de correct ce matin encore. avait du givre dessus, tellement qu'elle était froide. C'est comme, no joke, là, tu sais. J'étais Pour contente. vrai, c'est fou. Ouais, ouais. C'est ça. Des cocos froids, c'est dégueulasse. C'est pas pour manger C'est vrai. des œufs froids. Fait que, tu sais, c'est de voir, puis c'est constant, hein. Dans la parentalité, la quantité de besoins que tu sacrifies, de plaisir que tu te sacrifies pour tes enfants que tu aimes, là, Mais tu sais, oui. absolument. Mais après ça, le temps pour toi que tu as pu, ça affecte ton couple, que tu sais, comme jadis, on avait des rapports. Tu sais. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas juste regardé avec des yeux amoureux. Fait que tout ça, c'est des besoins qui s'accumulent et que toi, de manière inconsciente, tu vas interpréter ça comme un tort qu'on te pose. Même si tu les adores, tes enfants, même si on sait que c'est normal, ton besoin, il est quand même là. Ah, c'est fou. Mais tu sais, ça, tantôt, je parlais de, tu sais, j'ai une psychologue, puis je disais que je trouvais ça dur, tu sais, de manquer de temps de couple avec mon chum, puis même de me-time, tu sais, en fait. Puis ma psychologue, elle m'a tellement fait rire parce qu'elle disait, mais oui, les fameux rendez-vous du bonheur, c'est-à-dire que, tu sais, mettons, là, on se dit, OK, vendredi, j'ai réussi, on a la gardienne, on a un souper au restaurant, toi puis moi. Mais là, le vendredi arrive, on a notre semaine dans le corps, on est brûlé. Peut-être Ben qu'on oui. s'est pogné avant le souper pour qu'est-ce que les enfants vont manger. OK, la gardienne est en retard. Fait qu'on arrive à ce souper-là, mais là, Ça c'est va. notre rendez-vous du bonheur. C'est notre rendez-vous du mois qu'on est supposé être dans la bonne position. On a envie de faire l'amour. On est heureux. On est tellement content d'être ensemble. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est comme on vient de se pogner. On est brûlé de la semaine. Tu sais. Fait que ces espèces de rendez-vous-là qui sont comme un peu under pressure, là, Ouais, ben, faut assurément. arriver dans Vraiment. un état. Dans l'état, Tu sais, ouais. puis là, je donne un exemple. On est allé au spa cette semaine, puis c'était un rendez-vous du bonheur. Puis on arrive au dîner, au spa, puis les deux, on parle pas. Puis je suis comme, ça va-tu? Tu sais? Puis il fait, je suis fatiguée. Je suis comme, je comprends. Moi aussi, je suis fatiguée. Tu sais. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas le goût d'être ensemble. Mais non. C'est juste qu'on. C'est tellement rare qu'on est dans le silence, puis qu'on a juste. Fait que, tu sais, ça n'a pas été un dîner enlevant, mettons, là. C'était très tranquille, mais c'était ça. C'était notre rendez-vous du bonheur qui était un peu, tu sais. Mais je trouve qu'on se met vraiment une espèce de. C'est ça, de pression, de. Mais en général, c'est que là, ce soit en couple, mais tu sais, souvent, en tout cas, j'ai appris à le faire suite à ma grande période d'anxiété il y a 2 ans. Là. J'avais toujours une pression. Tu sais, moi, je suis une personne qui est boblier. C'est pas pour rien que je fais de l'animation. Là. Je suis une personne qui a une facilité à entertain les gens puis à prendre les discussions. Tu sais, dans mes soupers de famille, il n'y a jamais de temps mort si j'étais à table. Là. Je m'assure que la communication soit au rendez-vous. Tu sais, j'aime ça. Puis... Mais ça amène une certaine pression parce que des fois, j'ai l'impression que je deviens un peu le divertissement de la soirée. Puis j'arrive à quelque part, puis moindrement que je suis un petit peu plus tranquille. « T'es-tu correct? Voyons, qu'est-ce que t'es pas... Puis là, des fois, je suis comme « Aïe, aïe, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. » Fait que j'ai appris d'abord à annuler des soirées quand je me sentais pas up parce que j'étais tannée de recevoir une pression arrivée à destination. Ouais. Puis en même temps, je veux gérer les déceptions, puis je trouve ça plate, mais j'ai appris à le verbaliser avec mes amis. Mais je dis, tu sais, elle dit, ça fait une couple de fois que tu nous annules. Je fais, toi, je sais. Mais j'ai pas envie de gâcher ta soirée, puis je le sais que si j'arrive dans ce moule-là, tes attentes seront pas comblées, puis tu t'empêcheras pas de me le faire ressentir. Fait que là, les deux, on va être dérangés, dans le fond. Fait que, tu sais, il a fallu que je... Mais cette espèce de pression de... C'est correct d'avoir des grands highs de bonheur, mais on dirait qu'il faut comme normaliser aussi que, tu sais, juste être calme, posé, puis en dedans, justement, vous étiez juste fatigué, vous n'étiez pas fâché. Ben non. Non, mais tu sais, moi, c'est mais... mon côté hyper. Tu sais, quand je suis fatiguée, je suis plus anxieuse, je deviens hyper sensible. Fait que là, je le prends quasiment personnel. Tu sais, c'est-tu moi, t'es-tu fâché? OK. C'est gossant pour l'autre. Je comprends. Tu sais, fait que là, moi, au début, c'était ça. C'était comme, ça va-tu? Y a-tu quelque chose? Tu sais, non, non. Tu sais, jusqu'à temps qu'il le nomme, puis qu'il fait, je suis juste fatiguée. Tu sais, j'avais quasiment sur le coup, je me disais, mon Dieu, il a peut-être envie d'être ailleurs. Il n'a pas envie d'être là, tu sais. Mais tu sais, il était dans sa tête, le travail, tout, tu sais. Ben oui. Mais c'est ça, moi, quand je suis fatiguée, l'hypersensibilité revient comme me happer, l'anxiété. Oui. Puis, tu sais, je trouve ça dur d'évaluer aussi, parce que tu parlais de troubles de personnalité limite. La colère, justement, des fois, je suis là, voyons, je suis donc bien, je m'excuse, en tabarnak pour pas grand-chose. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans la parentalité à cause de l'état de fatigue accumulé. Oui, ben oui. Excuse-moi, mais quand ça fait 4 nuits de suite que tu dors 3 heures, ça se peut que tu sois plus en tabarnak pour une petite affaire. Ben oui, Ouais. c'est Parce que normal. n'importe qui dort peu, Mais t'es ton irritable. état de Tolérance. ton état de tolérance Plus est bas. beaucoup moins élevé, tu sais. Ouais.
Fait que je trouve ça dur de poser un diagnostic sur, sur un parent, je pense, parce que, Oui, Caroline, non. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, je partageais de mes observations de clients que je voyais qu'il y avait déjà un diagnostic dans le cadre de Ouais. mes rencontres. Là. Tu sais, je veux Ouais. vraiment normaliser ça. Puis, n'importe qui, avec ou sans diagnostic, va avoir des épisodes, des fois, d'émotions très, très intenses. Il était bébé. Mais encore, je me permets de dire un diagnostic, que ce soit un trouble de personnalité limite. Quelque chose que j'ai compris, c'est que ça aussi, c'est pas parce qu'on te diagnostique que tu es pogné là-dedans toute ta vie. Non. Tu peux avoir une passe tu vas avoir, comment ils appellent ça, tu flirtes avec la personnalité Ouais. limite, puis à un moment donné, quand tu vas avoir repris contrôle sur ton manque de sommeil, sur ci, sur ça, ça va venir se stabiliser. Ouais. Mais j'ai de la misère avec les gens qui reçoivent un diagnostic parce que souvent, pour en avoir eu 2, 3 dans mon entourage, toute leur vie, ben oui, c'est normal, je suis dépressive. Ben oui, c'est normal, je suis une dépressive. C'est normal que je suis dépressive. Oui, mais c'est parce que plus tu te le répètes, plus il y a des chances que tu restes avec aussi. Ouais. Tu sais, il faut que tu fasses attention à ça. Fait que j'ai de la misère avec. Je trouve que c'est essentiel de diagnostiquer pour savoir quoi prendre comme action. Mais j'ai de la difficulté avec les gens. C'est pas vrai que tout le monde est prêt à recevoir un diagnostic. On devrait quasiment filtrer qui est capable de le prendre, puis de le bien gérer après, puis de pas se priver ou de se réduire à un diagnostic. Tu sais, je pense que c'est ça. Oui, là, je vais me risquer, puis c'est mon point de vue tout personnel. Ouais. J'ai une relation ambivalente, moi aussi, avec les diagnostics. Ouais. OK? Parce que moi, les troubles de personnalité limite, je les adore, là. C'est mes clients que j'aime beaucoup. J'aime travailler avec eux autres. C'est vraiment... on dirait que la photo avant-après processus, c'est magnifique. C'est vraiment intense. Mais tu sais, quelqu'un qui, selon moi, devrait recevoir un diagnostic, puis encore une fois, j'en donne pas, fait que je fais attention de ce que j'en comprends, c'est l'histoire de vie au complet est cohérent avec le diagnostic. Là. Ouais, OK? c'est ça. Surtout pour un trouble de personnalité. C'est cohérent du début à la fin. Tout le temps en train de changer d'amis à l'école, des relations éphémères, la colère est là du début à la fin, ça suit. Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où on dirait que la famille, c'est difficile, le couple est cop, on est en épuisement professionnel, puis on change de job. Puis là, ces 2 ans-là, des fois, les épisodes peuvent durer longtemps. Ces 2 ans-là, oui, des fois, on a l'impression, entre gros guillemets, de virer fou parce qu'on a des réactions qu'on ne comprend pas. On est émotif, on ne se reconnaît plus, on réagit à l'encontre de nos valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un diagnostic de personnalité ou ça peut être un épisode dépressif ou un épisode anxieux. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, je dis à mes clients, mettons qu'ils viennent voir, je vois le profil de symptômes. Dépressif ou anxieux en général, c'est surtout ça. Puis je vois, avec l'expérience, avec le temps, je serais capable de dire comme, OK, lui, je pense que s'il allait voir un médecin, probablement qu'il recevrait un diagnostic. Mais c'est-tu nécessaire? Ouais. Tu sais, je me dis, tu reviendrais dans ma cour après, tu sais, ça change quoi? Tu en as besoin pourquoi d'avoir le diagnostic? Des fois, le client me La me le demande. médication, peut-être? La médication, oui, J'ai ça mis peut. mais la médication. La médication. J'ai ajouté un M en de trop. Oui, c'est ça. Mais ça, avoir un diagnostic est essentiel pour être médicamenté. Oui. Mais il donnerait quoi à un techniquement trouble de parlant. personnalité limite? Ça peut dépendre. Ça dépend du profil de symptômes de la personnalité limite aussi. Tu sais, si je regarde dans ma pratique à moi, ceux que j'ai vus qui avaient le diagnostic, selon s'il y avait un profil plus dépressif, bien, c'était des antidépresseurs. Ceux qui avaient plus un profil colérique, anxieux, explosif, bien, c'était plus un stabilisateur d'humeur ou plus un anxiolytique, par exemple. Fait que, tu sais, ça dépend du profil de la personne, mais quand moi, j'ai un client qui me demande... mettons qu'il vient me consulter pour gestion de l'anxiété. Tu me dis, Valérie, penses-tu que je devais reprendre la médication? Je dis, OK. Moi, je vais suggérer à mon client, s'il me demande mon avis tout personnel à moi, s'il me dit qu'il veut aller le chercher par lui-même, c'est bien correct, là. Mais s'il me demande mon avis à moi, je dis, tant qu'on a l'impression qu'on avance, qu'on a des prises, que les interventions, tu arrives à les mettre en place, que tu les intègres, que tu pratiques, que tu trouves ça difficile de les appliquer, moi, ça me stresse pas. Moi, ça me dérange pas. Je m'y attends. Parce que je suis exigeante. Mais que je sens que ça bouge. Même si un petit pas à la fois, c'est correct. Quand c'est jamais, par exemple. Quand on voit que le client il a la volonté, il essaie les outils, il me l'explique, puis il me donne le résultat, puis le résultat, c'est jamais, c'est raide. Là, je dis, OK, là, peut-être que ça serait une bonne idée que tu ailles voir ton médecin,
va te faire évaluer, voir s'il y a un diagnostic, va évaluer si c'est pertinent, selon lui, que tu aies de la médication, mais dans le but qu'on soit capable de retravailler, dans le but de redonner de la flexibilité un peu au suivi, parce que là, c'est cristallisé, c'est jamais les symptômes sont trop sévères. Mais si le client me dit, moi, des fois, je le sais qu'il y en a qui auraient probablement un diagnostic d'anxiété léger ou dépression légère, mais que ça se travaille, ça se bouge. Puis au final, ben, on finit par faire les interventions. Après quelques rencontres, les symptômes se stabilisent. Il y a son plan de match, il sait quoi faire quand les symptômes reviennent. Puis il est fonctionnel avec. Donc, par le fait même, la dépression ou l'anxiété finit par s'estomper parce qu'il sait se gérer avec. Puis ça ne va plus altérer son fonctionnement général. Ça devient un peu un effet secondaire de l'intervention psychoéducative. Dans tous les cas, mot d'ordre, y aller un pas à la fois. Oui. Puis avec Absolument. douceur, là, parce que, tu sais, c'est bien beau, on est tout arrivé Tout comme est dit. aide-nous à gérer nos émotions. Mais tu sais, il y a des journées, ça peut bien fonctionner. Puis je présume qu'il y a des journées que, justement, l'état de fatigue fait en sorte que tu n'es pas capable de gérer pantoute, puis c'est correct aussi, tu sais. Bien, absolument. Tu sais, si on regarde, par exemple, la fatigue qui fait qu'on est plus irritable, une bonne gestion va être d'ajuster nos façons de faire pour cette journée-là. Et aujourd'hui, là, j'en ai jusqu'à là. Je suis plus capable. Bon, bien, il y a peut-être des tâches ou des éléments, des irritants, des stress que je peux stratégiquement reporter aujourd'hui, ou je peux dire, bien, garde, aujourd'hui, le souper, ça va être très smooth, ça va être du take-out. Ou, tu sais, Ça va être du we cook. ça va être du we cook. Tu sais, on va ajuster notre façon de faire et même si on la sent, cette irritabilité-là, c'est une bonne gestion. On l'a accueilli, on a compris pourquoi on était irritable dans l'instant présent et on a ajusté pour qu'après ça, l'irritabilité diminue. Donc, c'est correct de se sentir comme de la boîte. L'important, c'est de comprendre que c'est une information utile. Moi, si j'ai un message que j'aimerais que les gens retiennent aujourd'hui, c'est que c'est ça. Les émotions sont utiles, aussi utiles que je reviens à mon image du détecteur de fumée. Exactement. Qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, il faut faire une mise en action, évaluer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les causes, puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que, surtout gérer les causes, de sorte que ma gestion d'émotions va être le résultat de ça. Ça semble tellement simple quand tu le dis. Oui. Non! Mais non, je te le dis, Mon c'est Dieu, ça. non! Mais je trouve ça le fun verbaliser que comme tu as ça, à tout le là. moins offert sur ton site Internet. Je vais le mettre aussi en lien. Oui. Mais l'outil en soi, c'est une personne qui part, puis quand déjà t'es émotif, t'es dans ta tête, là, puis partir avec une feuille blanche, ça peut être vraiment confrontant. Là. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir un tableau, un schéma, puis que tu les guides, je pense que ça peut faire une énorme différence. Ouais. Puis, ben merci d'avoir pris l'initiative. Parce que c'est plaisir. offert gratuitement sur son site. Un site, on va aller voir ça. Dès aujourd'hui, pour ma part. J'adore ça. Il y a également ton podcast, Valérie, dans lequel tu abordes plein de sujets, santé mentale, Oui. l'humeur et tout ça. Je sais pas là, si tu as une façon de sortir tes épisodes ou on les trouve tous sur ton site Internet de toute façon. Dans le fond, Les mon liens. podcast Jason Santé mentale est sur ma chaîne YouTube, Valérie Roy, psychoéducatrice. On me talonne pour que je sorte un peu partout sur les Spotify, Balado et éventuellement, probablement, mais pour l'instant, c'est Je vais te uniquement montrer sur comment YouTube. faire. Merci, Stéphane. Merci. C'est ça. Pour l'instant, ça sort les mardis aux 2 semaines. Il y en a une qui vient de sortir aujourd'hui. Puis moi, Jason Santé mentale, c'est vraiment dans l'idée de défaire les tabous, parler du vaste domaine de la santé mentale, qui n'est pas juste du clinique. Puis mon petit mantra, c'est vraiment l'idée que jaser de santé mentale, ça devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Comme on a fait Plaisant, comme aujourd'hui. toutes les émotions qu'on peut vivre. Oui. Ah, voilà. Un gros merci, les filles, d'avoir Merci. partagé ça. J'espère que ça vous a rassuré sur les petites montagnes russes des fois qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Ouais. C'est vraiment intéressant. Vraiment, Vraiment, un merci gros beaucoup. merci. Puis nous autres, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Bye.